Dimanche 5 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette fin de semaine. Dans les actualités de ce jour, parlons des coupures de courant qui sévissent actuellement au niveau de la capitale. Justement, les délestages tournant au niveau du réseau interconnecté d'Antananarive ou RIA revient depuis ce jour. La Jirama n'a plus suffisamment de carburant pour alimenter tous ces groupes thermiques, selon les explications fournies par cette dernière. Aujourd'hui, au manque du carburant s'ajoute également l'insuffisance d'eau au niveau des barrages hydroélectriques, selon toujours les explications rapportées par Anienne Martina dans ce reportage. Les coupures de courant ont duré 2 heures ce dimanche dans de nombreux quartiers de la capitale et ses environs. Les délestages tournants ont commencé à 10 heures du matin pour se terminer à 18 heures. L'insuffisance de carburant pour faire fonctionner les générateurs alimentés en fil est la raison pour laquelle la Jirama est contrainte d'appliquer le délestage tournant, selon cette dernière dans un communiqué sorti sur son compte Facebook ce matin. Une grande partie de la production d'électricité de la Jirama dépend du fil lourd, notamment pour le réseau interconnecté d'Antananarive. Ce carburant n'est pas suffisant pour faire fonctionner tous les groupes. À cela s'ajoute la diminution de production au niveau des barrages hydroélectriques. Pour ces raisons, la Jirama est contrainte de mettre en œuvre des coupures d'électricité, aujourd'hui, entre 10h et 18h, et durera 2 heures pour chaque coupure. Le manque d'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarive n'est pas clairement défini, selon ce communiqué. La Jirama a confirmé dans sa publication qu'elle continuera à procéder à la provocation de pluie dès que les conditions seront réunies pour augmenter la production d'un décalèque et d'un telmite. Un décalèque qui ne produit plus que 8 MW actuellement en raison de la sécheresse, alors qu'elle produisait 120 MW auparavant. Et puisqu'on a parlé de problèmes, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a déjà présenté justement des solutions concernant ce problème d'approvisionnement en électricité. Le projet du gouvernement d'installer une centrale thermique de 105 MW à Boumanamboul ne sera pas une solution à court terme, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, cette semaine. Cette centrale, financée à 100% par le gouvernement, servira à stabiliser l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarive. Et justement, l'installation de ces 105 MW à Boumanamboul devrait être achevée avant le 26 juin. Reportage toujours de Anienne Martina. Avant la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar, qui aura lieu le 26 juin 2025, la nouvelle centrale thermique devrait commencer à produire de l'électricité. Sa capacité de production de 105 MW réduira considérablement, voire éliminera, les coupures d'électricité que connaissent les usagers du réseau interconnecté d'Antananarive, selon les informations. Cependant, comme l'a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, il ne s'agira pas seulement d'un projet à court terme, mais il sera également utilisé à long terme, car il servira à stabiliser la production d'électricité, même si les centrales solaires et hydroélectriques en cours de construction actuellement par le gouvernement seront achevées. L'installation de cette centrale est en cours. Tous les groupes destinés à l'usine de production se trouvent déjà à Thomassen, mais en raison de leur poids d'environ 70 tonnes, le gouvernement a dû prendre des mesures pour pouvoir les transporter à Antananarive, notamment le renforcement des ponts de la route nationale 2. La Jirama gérera et exploitera également cette centrale d'une capacité de 105 MW, ce qui aidera grandement cette entreprise publique dans la réduction des charges liées à la location de machines au secteur privé. Et toujours au niveau de cette production d'électricité, certaines personnes ont présenté des solutions concernant justement l'approvisionnement d'huile lourde au niveau de Timrour. Le ministre des Hydrocarbures justement et des Énergies a apporté quelques explications concernant ce sujet. Justement, l'huile lourde à Timrour ne répond pas aux besoins de production d'électricité de la Jirama si l'on considère seulement l'aspect transport, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. L'approvisionnement en huile lourde de la Jirama dépend encore de plusieurs conditions et de préparation selon le ministre. De plus, l'huile lourde de Timrour a encore besoin de diverses préparations techniques avant d'être utilisée par la Jirama, selon ce reportage de Anienne Martina. 15 camions semi-remorques par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins de la Jirama en fil lourd.
Madagascar Oil, qui est la société minière productrice d'huile lourde à Timrur, n'a pas encore la possibilité de fournir cela, ne peut donc pas encore répondre aux besoins en carburant de la Jirama. Actuellement, quelques sociétés utilisent déjà l'huile lourde de Timrur, mais pour la production d'électricité, divers préparatifs sont nécessaires avant que l'huile lourde de Timrur puisse être utilisée par les groupes de la Jirama, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Ainsi, l'utilisation de l'huile lourde à Timrur n'est pas encore au programme, mais cela reste encore envisageable et dépend entre autres de l'évolution de la situation, a souligné le ministre. Mais il ne s'agit pas seulement de problèmes en approvisionnement en électricité, il s'agit également de fourniture d'eau que l'État a déjà proposé plusieurs solutions concernant ce problème et justement la mise en place d'une solution permanente au problème d'approvisionnement en eau dans la capitale est déjà en cours. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a affirmé que le nombre des unités de production d'eau sera multiplié. En outre, l'une des solutions d'urgence proposées actuellement et la mise en place de forages dans plusieurs quartiers de la capitale. Reportage de fin de Sénamiri. Le problème de fourniture d'eau dans la capitale se divise en deux parties distinctes, à savoir le problème de la production et le problème de la distribution de l'eau. L'eau produite n'est pas suffisante et entraîne un gap de 100 000 m3 par jour. Il faut également procéder au transport de l'eau par camion-citerne pour approvisionner certains quartiers. Une solution à court terme consiste aussi à procéder à des forages, selon les explications fournies par le ministre de l'Eau. Une solution qui a déjà été mise en œuvre en 2022 est l'ajout d'une usine de traitement d'eau. Il y a également eu la réhabilitation de 64 km de conduites d'eau de la capitale. Outre ces réhabilitations de ces conduites, l'installation de nouvelles conduites longues de 50 km dans toute la partie ouest d'Antananarivo, ainsi que des conduites de 23 km vers l'est en partant d'Amonakun vers Yavlu et vers Sabutsnamen sera effectuée, selon toujours les informations. Toujours dans cette page sociale, parlant à présent artisanat. Les artisans d'Ambourg sont confrontés à de nombreux problèmes dont ils se sont plaints auprès de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette dernière a promis de trouver des solutions afin de rendre sa renommée à l'artisanat d'Ambourg. Toujours un reportage de Vanessa Namirey. Le manque de matières premières et les problèmes concernant l'exportation des produits constituent les principaux soucis des artisans d'Ambourg. La recherche de débouchés et les taxes dont ces artisans doivent s'acquitter constituent la majeure partie des doléances de ces artisans auprès de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, lors de la visite de cette dernière à la Galerie des Arts d'Andjefatsena à Ambourg. La ministre a assuré que les doléances des artisans seront discutées au niveau des responsables de chaque filière. Les artisans ont également demandé l'autorisation d'utiliser les bois saisis, ce à quoi la ministre a répondu qu'elle allait en discuter avec les responsables de tutelle. Toutefois, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a prévenu qu'il faudrait utiliser correctement ces acquis le moment venu. Dans un tout autre sujet à présent, parlant astronomie, on verra les planètes s'aligner au cours de ce mois de janvier selon les informations fournies par les chercheurs et astronomes. Ce phénomène naturel a commencé vendredi dernier lorsque la planète Vénus était visible sans avoir besoin d'instruments. Et Madagascar fait partie des régions du monde où on peut observer ce phénomène d'alignement des planètes. C'est Sylvain, nous en dit plus. C'est une photo prise par un citoyen lambda à Madagascar hier à 19h. La planète Saturne s'aligne avec la Lune comme nous pouvons le voir à l'œil nu. Lorsqu'il est examiné par des caméras spéciales, nous voyons cet alignement de la Lune et de la planète Saturne. C'est ce que l'on appelle l'occultation de Saturne par la Lune. Le vendredi 3 janvier dernier, la Lune semble se rapprocher et la planète Vénus est la deuxième plus grande planète du système solaire est visible. C'est un phénomène que l'on appelle dans le langage scientifique conjonction Lune et Vénus. Ce phénomène à la fois magique et scientifique ne s'arrêtera pas là, mais se poursuivra durant tout le mois de janvier, selon les informations fournies par les astronomes. Le 10 janvier prochain,
La planète Jupiter, qui est la 5e plus grande planète du système solaire, sera visible. Ce sera plus facile à voir car lorsque le Soleil se couchera, nous pouvons être sûrs que Jupiter sera vu du côté est. Le 16 janvier, nous assisterons à l'opposition de Mars. Et cela sera visible depuis plusieurs zones durant toute la nuit, car la planète Mars et la Terre seront alignées. Cette 4e planète et la plus proche de la Terre sera de couleur rouge. La date exacte de l'alignement des 6 planètes n'a pas encore été déterminée, mais d'après les prévisions, cela ne devrait pas dépasser le 25 janvier. Nous verrons Vénus, Mars, Jupiter, Saturne dans cet alignement des planètes. Pour voir Neptune et Uranus, il faudra un équipement spécial. De tels alignements ou conjonctions planétaires visibles n'arrivent que tous les 20 ou 10 ans selon les chercheurs. Ainsi, en 2040, il y aura le grand alignement ou la grande parade planétaire durant laquelle on pourra observer un alignement parfait des planètes. Et dans l'actualité internationale de ce soir, des milliers de partisans et détracteurs du président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol bravent la neige aujourd'hui à Séoul, à la veille de l'expiration d'un mandat d'arrêt émis contre lui pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. France 24 nous en dit plus. Cette artère de Séoul qui mène au palais présidentiel a été prise d'assaut par des milliers de manifestants. Des opposants au président déchu Yoon Suk-yeol qui réclament son arrestation alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt jusqu'à lundi. Vendredi, les enquêteurs qui centralisent les investigations ont tenté de l'interpeller en vain, mis en échec par quelques 200 soldats et gardes présidentiels. Sous l'administration de Yoon Suk-yeol, la police réprime excessivement les manifestants. Je ressens une grande colère parce que la police est contre les manifestants, alors que le président refuse de se rendre. Non loin de là, les partisans de Yoon Suk-yeol sont aussi venus en nombre. Ici, la tentative d'arrestation du président déchu est considérée comme illégale. Nous avons parfaitement le droit de résister à ce mandat d'arrêt illégal. Il ne respecte pas la procédure, alors nous avons tout à fait raison de résister. Cette crise politique en Corée du Sud dure depuis la tentative avortée du président de décréter la loi martiale le 3 décembre dernier. Un coup de force suivi dans la foulée d'un vote des parlementaires en faveur de sa destitution. C'est la Cour constitutionnelle qui doit désormais confirmer ou infirmer cette décision à partir du 14 janvier. Samedi, l'agence anticorruption sud-coréenne a réclamé du président par intérim qu'il ordonne à Yoon d'obtempérer. En cas d'arrestation, ce serait la première d'un chef d'État en exercice dans l'histoire du pays. Et nous continuons d'essayer. Et aux États-Unis, les Américains ont entamé depuis hier l'hommage à leur ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Plusieurs présidents américains, dont Joe Biden et Donald Trump, ont prévu d'assister aux commémorations qui doivent s'étirer jusqu'au 9 janvier. France 24. Comme à l'accoutumée, quand l'Amérique perd l'un de ses grands personnages et a fortiori un ancien président, la Maison-Blanche, qui pilote l'hommage national à Jimmy Carter, a vu les choses en grand, effectivement. C'est donc ce samedi, effectivement, que débute un cycle de commémorations et de témoignages de respect qui va durer 6 jours, alors que la période de deuil national a débuté le jour du décès, évidemment, le jour du décès de l'ancien président, et pour une durée de 30 jours. Le dernier voyage de Jimmy Carter débute donc, vous l'avez dit, en Géorgie, où le convoi funéraire traverse la ville de Plains, qui a vu naître l'un des présidents les plus populaires de l'histoire américaine, il faut le rappeler. Jimmy Carter, le prix Nobel de la paix, celui qui, en quittant la Maison-Blanche, avait juré de consacrer le reste de sa vie à la paix dans le monde. Il aura donc vécu un siècle entier à cheval sur 2 millénaires jusqu'au 29 décembre dernier. Sa dépouille quittera Atlanta mardi après les hommages de l'État de Géorgie dont il était originaire et sera accueilli à Washington par Joe Biden en personne. Le cercueil sera alors exposé sous le dôme du Capitole des États-Unis comme l'impose la tradition pour que la population puisse s'incliner une
dernière fois. Mais c'est à la cathédrale nationale de Washington, dans le quartier de Georgetown, que la dépouille présidentielle sera rendue à sa famille pour une inhumation, cette fois dans l'intimité, jeudi prochain. Les équipes de France 24 seront d'ailleurs présentes pour ce rendez-vous historique dans nos 4 langues, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et pour clôturer cette page internationale, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a confirmé hier la reprise de négociations indirectes avec le Hamas au Qatar pour la libération des otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement palestinien en Israël le 7 octobre 2023. France 24. Par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, dans la foulée, vous l'avez dit, de la publication d'une vidéo d'une otage. Alors c'est le Hamas qui a diffusé hier une preuve de vie de Liri Albag, une jeune femme qui faisait partie d'un groupe de 7 soldats kidnappés le 7 octobre 2023. Sur les 7 femmes, les médias israéliens disent qu'une a été sauvée et qu'une autre a été retrouvée morte en captivité. Alors sous pression, vous l'avez dit là aussi, des familles des otages, Israël Katz a fini par indiquer qu'une délégation israélienne était partie avant-hier, ce vendredi, pour parler au Qatar. On rappelle que la dernière négociation qui avait suscité beaucoup d'espoir, elle date de Noël et elle était retombée comme souvent, comme un soufflet, Israël et le Hamas se rejetant constamment la responsabilité de l'échec des négociations. La dernière preuve de vie de cette soldate, elle datait de quelques heures après son enlèvement, il y a près de 15 mois maintenant. Le timing de la diffusion de cette vidéo, qui n'est pas datée, n'est évidemment pas anodin. Il s'agit pour le Hamas de faire pression sur Israël alors que Donald Trump est investi dans moins de 3 semaines maintenant. Et on rappelle que sur les 100 otages restant à Gaza, une 50aine serait encore en vie. Et cette annonce, Mélina, intervient alors que des parents de soldats font entendre leur voix depuis plusieurs mois pour demander la fin de la guerre. Oui, absolument. Alors vous le savez, les soldats, ils ont un devoir de réserve. On ne sait généralement pas ce qu'ils ou elles pensent. Alors des centaines de leurs parents ont décidé de donner de la voix depuis plusieurs mois pour réclamer à leur place la fin des combats. Alors soyons très précis. La majorité n'est pas contre la guerre menée contre le Hamas en soi, mais plutôt contre la façon dont elle est menée. Une guerre clairement politicienne, disent-ils, sans stratégie claire ou alors sans considération pour les otages, mais qui permet à Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Certains font mention des victimes civiles à Gaza, puisqu'on rappelle que plus de 45 000 personnes ont été tuées dans les bombardements et les assauts répétés de l'armée israélienne. Mais ces parents, ils refusent surtout de voir leurs enfants payer de leur vie. L'absence de vision, disent-ils encore une fois, de leurs dirigeants. Il faut savoir que près de 900 soldats israéliens ont été tués, au moins depuis le début de la guerre, et 38 se sont suicidés, dont la plupart étaient réservistes. C'est le chiffre le plus important depuis 2011, et quand il est sorti cette semaine, il a créé beaucoup d'émoi. Et puis on a aussi appris dans un rapport que des milliers, sans plus de précision sur les chiffres, auraient abandonné leur position pour des raisons de santé mentale. Mélina Huette à Jérusalem. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.